Bonjour à toutes et à tous, alors ça y est, vous avez enfin craqué pour une imprimante 3D. Eh ben, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ce monde, dans ce hobby qui va nous occuper, à mon avis, pour un bon moment. Alors si vous n'avez pas encore déjà vu la première vidéo d'introduction pour les débutants dans l'impression 3D, je vous invite vivement à aller voir cette vidéo, je vous mets le lien directement ici, comme ça vous pourrez y accéder. Cette vidéo-ci, elle est consacrée à l'utilisation d'un logiciel bien spécifique qui s'appelle Bamboo Studio, qui est le logiciel qui est lié aux imprimantes 3D de chez Bamboo Lab. Et donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser entièrement ce logiciel de A à Z, donc du téléchargement à l'installation jusqu'à l'utilisation un peu plus avancée, avec évidemment quelques petites astuces que je vous révélerai à la fin de la vidéo. Donc si ça vous branche, installez-vous confortablement, c'est parti. Bon, avant tout, il faut que vous sachiez absolument à quoi sert ce logiciel. Donc ce logiciel, Bamboo Studio, c'est ce qu'on appelle un slicer ou un trancheur en français. C'est un logiciel qui va permettre de préparer certains types de fichiers qui sont des fichiers 3D bruts en une version imprimable pour votre imprimante. Voilà, donc le principe est très simple, mais maintenant vous allez voir en pratique ce que ça donne. La première étape qui peut paraître évidente, c'est d'installer le logiciel. Donc pour ça, vous allez le télécharger. Si jamais vous ne savez pas comment le trouver, vous regardez en description de cette vidéo, vous avez le lien direct qui mène vers cette page. Dessus, évidemment, vous allez choisir la version qui correspond à votre système d'exploitation. Et si jamais vous avez un PC sous Linux, suivez le lien en dessous. Vous aurez directement les liens de téléchargement vers le logiciel à installer sur votre distribution Linux. Une fois installé, ça peut paraître évident, mais maintenant, vous démarrez le logiciel. Voilà, donc comme c'est la première fois que vous le démarrez, vous allez devoir suivre le configurateur qui va vous permettre de configurer, donc évidemment, comme son nom l'indique, Bamboo Studio pour votre première utilisation. Donc vous allez commencer par appuyer sur le bouton Get Started. Vous choisissez la région dans laquelle vous êtes. Ensuite, on vous demande si vous voulez faire partie du programme d'amélioration d'expérience utilisateur. Alors, soit vous acceptez et vous faites joindre le programme, et dans ce cas-là, vous allez transférer toute une série d'informations statistiques sur votre utilisation du logiciel à Bamboo Lab. Sinon, vous faites skip, et dans ce cas-là, vous évitez ça. À l'étape qui suit, vous allez devoir choisir le modèle d'imprimante que vous avez. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire du tri. Donc, par défaut, tout est coché. Donc, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur le bouton Clear All. Et ensuite, vous allez choisir uniquement le ou les modèles d'imprimante que vous avez. Voilà, une fois que vous avez coché les modèles correspondants, vous faites Next. À cette étape, on vous propose de choisir les filaments que vous allez utiliser. Alors, dans un premier temps, si vous débutez, commencez avec la sélection par défaut, mais à quelques exceptions près. Donc pour ça, vous scrollez jusque environ ici, où vous avez générique PLA Silk. Là, vous le cochez. Vous pouvez faire pareil aussi pour le PLA CF. Et idem pour le générique TPU. Et si vous voulez vraiment être exhaustif, vous allez aussi cocher les dernières marques, donc Sunlu et Eason. Parce que ce sont des marques qui sont connues et reconnues pour lesquelles vous allez trouver facilement des filaments qui sont en plus souvent en promotion. Voilà, une fois que vous avez fait votre sélection, vous appuyez sur Next. Ici, cette dernière étape consiste à installer le plugin Bamboo Network, donc qui va vous permettre de communiquer directement avec votre imprimante de chez Bamboo Lab. Là, vous êtes quasiment obligé de cocher cette case. Et ensuite, vous appuyez sur Finish. Sachez que ce plugin n'est pas obligatoire, mais si vous ne l'installez pas, vous allez manquer toute une série de fonctionnalités de votre imprimante. Ce serait quand même dommage. Voilà, une fois l'installation terminée, vous appuyez sur OK. Si jamais ensuite vous avez cette fenêtre qui s'affiche, qui vous demande si vous voulez installer le package de configuration, dans ce cas-là, vous mettez OK. Sachez que cet écran va apparaître de temps en temps sur Bamboo Studio, et lorsque vous l'avez, je vous conseille vivement d'accepter les nouvelles configurations. Donc là, vous appuyez sur OK. Bon voilà, c'est installé, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est le mettre en français. Bon évidemment, si vous voulez le garder en anglais, c'est tout à votre honneur. Donc pour le mettre en français, on va aller dans les préférences. Bon, du coup ici, moi je suis sur Mac, mais si vous êtes sur Windows, les menus sont un petit peu différents. Donc vous allez dans les Settings et vous changez la langue pour mettre français. Donc là on vous dit qu'il y a un projet qui n'a pas été sauvegardé, donc là vous mettez non. Et là on vous dit qu'il faut redémarrer l'application pour appliquer le changement de langue. Donc vous faites OK. Voilà, donc maintenant Bamboo Studio est en français, je vais le mettre en plein écran et on va vraiment plonger dedans. Ok, donc avant d'aller plus loin, on va d'abord se connecter au cloud de Bamboo Lab. Alors encore une fois, ce n'est pas une étape obligatoire, mais c'est vivement recommandé pour avoir accès à la synchronisation de vos paramètres. Ce que vous passiez d'un PC à un autre, au moins les choses seront tout le temps les mêmes sur tous les ordinateurs. Vous cliquez sur la petite maison, vous faites connexion/s'inscrire.
Et là, soit vous vous connectez si vous avez déjà ce qu'il vous faut, donc login et mot de passe, sinon vous créez un nouveau compte. Lorsque vous vous connectez, il vous demande simplement si vous voulez synchroniser tous les paramètres, évidemment vous mettez oui. Voilà, on y est, on va pouvoir attaquer enfin le vif du sujet. Donc voici l'interface principale de Bamboo Studio. Comme vous pouvez le voir, sur la gauche vous avez une colonne avec différentes options. Sur la droite vous avez ceci qui est l'aperçu de votre plateau d'impression. Et ensuite vous avez toute une série d'options ici, donc préparer, aperçu, périphérique, projet et calibration. Alors il faut savoir que tout ça n'est pas fait de manière anodine, donc vous allez commencer par préparer vos fichiers bruts pour l'impression avec toute une série d'options que vous allez définir ensuite. Puis après vous allez trancher le plateau pour avoir un aperçu de ce que ça va donner une fois imprimé, donc ce sera un aperçu théorique. Et enfin, lorsque vous allez imprimer, vous allez vous retrouver dans périphérique où là vous verrez votre imprimante avec la caméra et les différents paramètres de chauffe de l'imprimante. On va commencer par les paramètres de base. Donc dans la colonne de gauche, vous avez 3 sections en réalité. Vous avez imprimante, filament de projet et traité. La première section imprimante, c'est là où vous devez choisir le modèle d'imprimante que vous avez. Donc vous sélectionnez l'imprimante, donc si vous avez une Bamboo Lab A1, forcément vous sélectionnez la Bamboo Lab A1. Vous avez même un petit aperçu depuis la dernière version de Bamboo Studio de l'imprimante. Et ensuite, n'oubliez pas de choisir le type de plateau que vous utilisez. Alors il y en a différents types. Ces plateaux, ce sont les plateaux officiels de Bamboo Lab. Si jamais vous utilisez un plateau autre, à ce moment-là, vous devrez choisir quelque chose qui s'en rapproche. Si jamais vous avez un doute sur le type de plateau que vous avez, regardez sur la tranche de celui-ci, vous avez son type qui est indiqué. Ensuite, ne pas oublier de sélectionner le diamètre de buse que vous utilisez. Donc par défaut, les buses sont toujours en 0,4 chez Bamboo Lab et vous avez un flux standard aussi par défaut. Si jamais vous avez changé le diamètre de buse, évidemment, changez ce paramètre. Donc ça va de 0,2 à 0,8. Ensuite, deuxième section, filament du projet. Par défaut, vous avez un seul filament qui est choisi, donc c'est pour une impression en une seule couleur. Et alors par défaut, en général, c'est le PLA basique de Bamboo Lab. Donc vous avez le petit logo de Bamboo Lab qui indique que c'est celui de la marque. Mais sinon, vous pouvez cliquer dessus et vous avez toutes les options qui se présentent à vous. Si vous avez un filament de chez Bamboo Lab, vous sélectionnez un bambou avec le type de filament qui est juste après. Si vous avez un filament d'une autre marque et que cette marque est reprise, donc par exemple Sunlu ou Eason, vous pouvez sélectionner dans ce cas-là le filament, ce type de filament-là. Si par contre c'est une autre marque qui n'est pas répertoriée, à ce moment-là vous prenez un générique. Donc générique PLA, PLA High Speed qui est un PLA qui permet de s'imprimer plus rapidement, le PLA Silk qui est un PLA qui est légèrement brillant, PETG, etc. Et ça, en général, vous regardez lorsque vous achetez du filament, quel type de filament vous avez. Attention cependant au PLA CF, donc c'est du PLA avec du carbone directement dans le plastique. Ces filaments CF, donc il n'y a pas que du PLA, il y en a d'autres, à chaque fois, ils ont cette particularité que vous devez avoir absolument une hot end qui est renforcée, donc en acier trempé. Si jamais vous avez la hot end de base de la Bamboo Lab A1, sachez que ça fonctionnera, mais ça va dégrader beaucoup plus vite votre buse et à ce moment-là, vous risquez d'avoir des problèmes d'impression, des problèmes de qualité d'impression. Donc n'hésitez pas à faire l'investissement à ce moment-là et prendre une buse renforcée en acier trempé. Ça ne changera rien dans les paramètres, mais surtout, vous pourrez imprimer ce type de PLA. Et c'est valable aussi pour les filaments phosphorescents, donc les filaments qui brillent dans le noir. Donc ce sont aussi des filaments qui sont abrasifs pour les hot end. Comme ça, vous savez tout. Voilà, donc une fois que vous avez choisi le bon type de filament dans la liste, vous pouvez passer au traitement. Alors le traitement en général, quand on débute, on n'y touche pas trop. D'ailleurs, vous voyez, vous avez ici un petit switch qui permet de passer sur les fonctionnalités avancées du traitement. Si vous faites ça, vous verrez, il y a beaucoup plus d'options qui s'affichent. Ici, on va rester simple pour l'instant, donc on va garder les paramètres par défaut. Dans les paramètres de traitement, vous avez aussi ce menu qui permet de choisir la qualité de traitement qui sera appliquée sur votre modèle. Donc ici, c'est uniquement l'épaisseur de couche qui change. Par exemple, si vous avez des couches plus fines, vous aurez tendance à moins les voir. Mais par contre, en contrepartie, l'impression sera beaucoup plus lente. Si par contre vous voulez une impression plus rapide, à ce moment-là, vous allez choisir des chiffres plus élevés. Donc là, vous verrez beaucoup plus les couches, mais l'impression sera plus rapide. Donc là, c'est parfois des traitements à trouver,
compromis à trouver aussi. Alors il faut savoir que en général, par défaut, on imprime à 0,2 mm d'épaisseur. Ça permet d'avoir un bon rapport entre qualité et rapidité d'impression, mais si par contre vous voulez quelque chose de plus précis, n'hésitez pas à descendre jusqu'à 0,12 ou même carrément 0,08, mais vous verrez, les temps d'impression explosent. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les bases des paramètres, on va passer à la préparation de l'impression proprement dite. Donc je vous l'ai dit, vous avez un aperçu du plateau qui se situe ici. Dessus, vous allez pouvoir importer des fichiers bruts, des fichiers qui vont être découpés ensuite par le logiciel pour pouvoir être imprimés. Ces fichiers bruts, vous pouvez les télécharger en 3 formats différents, soit en .stl, soit en .3mf, soit en .step ou .stp. Ces 3 types de fichiers seront donc compatibles avec le logiciel Bamboo Studio. Alors ici, je pars du postulat que vous avez déjà téléchargé des fichiers prêts à être imprimés. Donc si ce n'est pas encore le cas, je vous envoie vers mon guide pour débutants qui vous explique quels sont les sites ressources sur lesquels vous pouvez télécharger des fichiers qui sont déjà prêts à être imprimés. Alors pour importer un fichier à imprimer, vous allez appuyer sur ici le petit cube qui permet d'ajouter. Vous allez ensuite choisir un des fichiers compatibles, donc soit .stl, soit .3mf, soit .stp ou .step. Ici, on va prendre un Benchy. C'est évidemment l'exemple bateau par excellence. Désolé pour le jeu de mots. Voilà, une fois que vous avez importé votre fichier, il se place automatiquement sur le centre de votre plateau d'impression. Si vous êtes content de ça, vous faites trancher le plateau. Voilà, une fois que c'est tranché, vous passez automatiquement dans l'onglet Aperçu. Ici, l'affichage change un petit peu, donc vous avez ce panneau qui s'affiche et qui vous indique des données qui sont assez importantes, qui vous indique surtout la quantité de filament qui sera utilisé, le coût estimé en fonction du prix du filament, le temps d'impression du modèle uniquement et le temps total qui sera requis pour l'impression de ce modèle en tenant compte de la calibration de l'imprimante qui doit être faite dès le départ. Si vous êtes content avec ça, vous faites imprimer le plateau. En faisant ça, vous avez cette fenêtre qui s'affiche avec un aperçu du fichier qui sera imprimé, toujours un rappel du temps d'impression, la quantité de filament qui sera utilisée. L'imprimante, vous pouvez choisir le modèle, si vous n'avez qu'une seule imprimante, ce sera l'imprimante par défaut que vous avez configurée sur votre compte Bamboo Lab. Vous devez sélectionner le filament, donc ici en l'occurrence, j'ai pas encore de filament chargé, donc je vais en charger un. Pour ça, vous prenez votre filament et vous venez le mettre sur un des slots de l'AMS, si jamais vous en avez un. Ensuite, je vous conseille de vérifier via l'écran de l'imprimante que le filament est chargé correctement. Donc ici, j'ai mis du filament de chez Bamboo Lab, donc il a été reconnu automatiquement. Si jamais ce n'est pas le cas, ou bien si vous utilisez un filament générique, lorsque vous le chargez, vous faites modifier. Vous sélectionnez le type de filament, la marque de filament, donc soit générique, soit une autre. Ensuite, le type de filament, donc PLA basique, PLA, silk, etc., etc. Et vous pouvez sélectionner la couleur parmi un petit nuancier qui est relativement limité. Une fois que c'est fait, vous faites OK et automatiquement les paramètres seront changés ici et vous aurez la bonne couleur, le bon type de filament qui seront affichés. Voilà, maintenant le filament est chargé, donc je peux actualiser mon imprimante si jamais je ne le vois pas ici. Si jamais votre filament était déjà chargé, dans ce cas-là, vous auriez le choix ici. Voilà, automatiquement ici, vu qu'il n'y a qu'une seule bobine qui est chargée, il va prendre la seule qui est disponible. Sinon, vous avez le choix de prendre l'entrée que vous voulez sur l'AMS pour évidemment déterminer quel filament vous voulez utiliser. Si vous n'avez pas d'AMS, à ce moment-là, c'est directement dans Externe. Ici, vous avez le choix du type de filament que vous avez chargé. La procédure est pareille, si ce n'est que vous avez à charger et décharger le filament vous-même manuellement. Voilà, donc si tout ça est bon pour vous, vous pouvez appuyer sur Envoyer. Par défaut, si vous êtes connecté au cloud, ça l'envoie sur le cloud et ensuite c'est téléchargé par votre imprimante directement. Donc ça prend un certain temps. Une fois que c'est envoyé sur le cloud, vous êtes automatiquement redirigé sur cette page, donc c'est le 3e onglet périphérique dans lequel vous avez un aperçu de la caméra si vous appuyez sur Play et vous avez aussi le statut de l'impression ici, donc avec un pourcentage qui va de 0 à 100% avec le temps restant et l'heure de fin approximatif. Ici, ce sont toutes les informations qui sont disponibles sur votre imprimante, donc vous avez la température de l'extrudeur, la température du plateau. Donc la première donnée, c'est la température actuelle, la deuxième, c'est la température cible. Ça, c'est important de connaître les deux différences. Vous pouvez activer ou désactiver le ventilateur, mais ça, de toute façon, c'est l'imprimante qui gère par elle-même. Et si vous voulez, surtout, vous pouvez choisir d'activer la petite lampe pour éclairer votre plateau d'impression ou bien l'éteindre. Ensuite, vous avez le choix de la vitesse. Donc par défaut, c'est en standard. Vous pouvez choisir sport ou
insensé, comme ça a été traduit en français, pour accélérer l'impression. À savoir que si vous choisissez d'accélérer l'impression, vous acceptez aussi des défauts qui pourraient apparaître sur vos impressions. Voilà, donc ça c'est l'utilisation de base d'une imprimante de chez Bambu Lab avec son logiciel Bambu Studio. Maintenant, pendant que ça s'imprime, je vous propose de voir des choses un peu plus avancées. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique quand même quelques bases. Sur la partie droite, vous avez ce qu'on appelle l'espace vue en 3D, et donc c'est évidemment vos objets qui sont vus en 3D. Cet espace, vous pouvez bouger dedans, et pour bouger dedans, c'est assez simple, vous avez plusieurs manipulations possibles. La première, c'est de faire un clic simple avec votre souris et de bouger comme ceci dans l'espace. Bon, évidemment, il faut piger un peu le truc, mais une fois que vous l'avez, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. L'autre possibilité, c'est de faire un clic droit, toujours dans l'espace vide ici. Ça permet de bouger le plateau comme ceci, sans le bouger en 3D. Donc ça va juste faire une translation. La troisième possibilité, c'est d'utiliser la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer. Donc comme ceci ou comme ceci. Si à un moment donné vous êtes perdu, si vous ne voyez plus votre modèle comme ceci par exemple, vous avez toujours ce petit cube ici. Lorsque vous appuyez dessus, vous revenez à l'état de base de la vue 3D. Sinon vous avez l'autre cube ici, qui là bouge en même temps que vous bougez dans l'espace 3D, et vous pouvez l'utiliser pour aller directement sur une des faces de ce cube. Donc par exemple, si vous voulez la vue de haut, vous faites ça. Si vous voulez la vue de haut 3/4, vous faites comme ceci. Vue d'un coin, etc., etc. Alors évidemment, la plaque d'impression telle que vous la voyez, ce sera telle qu'elle sera sur l'imprimante. Donc ici, vous avez la partie de devant, ça veut dire que votre modèle sera imprimé tel quel sur votre imprimante, et pas autrement. Voilà, donc maintenant vous êtes capable de trancher vous-même un modèle que vous avez téléchargé depuis Internet, et rien que pour ça, félicitations. Maintenant, je vais ajouter quelques petites subtilités qui vont vous permettre de comprendre une autre notion qui s'appelle les supports. Alors pour cet exemple, j'ai importé ce modèle-ci d'un petit dinosaure, bon plutôt grand en l'occurrence, mais bon voilà. Alors, si vous observez un petit peu le modèle, vous remarquez différentes choses. La première, c'est que vous avez des parties qui sont en surplomb. Ce qu'on appelle les surplombs, ce sont des parties qui potentiellement sont dans le vide sur vos modèles. Et malheureusement, une imprimante 3D, elle n'aime pas trop quand il y a des parties qui sont dans le vide comme ça, parce qu'il y a de fortes chances que ces parties-là ne reposent sur rien et donc tombent. Et lorsque vous avez des parties qui retombent comme ça, ça donne des défauts qui sont vraiment pas jolis sur vos impressions 3D. Donc pour éviter ça, on a inventé ce qu'on appelle des supports. Alors les supports, qu'est-ce que ça va être? Ça va être du filament qui sera imprimé en même temps que votre modèle et qui va permettre à un moment donné d'être là pour éviter que le filament ne soit simplement pendant dans le vide. Donc au lieu de pendre dans le vide, il sera sur des supports, donc qui seront là pour empêcher ce filament de tomber. Voilà, sur le principe c'est assez simple et en pratique, vous allez voir, c'est très simple aussi. Vous allez toujours dans la colonne de gauche, dans les traitements, vous allez ici dans support et vous activez les supports. Donc là, par défaut, si vous activez ces supports, vous faites trancher le plateau et vous allez voir que dans l'aperçu, on a des petites choses en plus. Voilà. Donc ceci, tout ce qui est en vert, c'est ce qu'on appelle les supports. Alors c'est généré automatiquement par le modèle et ça cible uniquement les parties qui sont censées être des parties dans le vide et donc des parties qui peuvent être risquées d'imprimer et qui pourraient présenter des défauts. Donc ces supports, ils ont deux rôles. Le premier, c'est évidemment que vos modèles reste joli, reste présentable, et deuxième rôle, c'est faire en sorte que certains modèles soient imprimables. Sans ces supports, ils seraient simplement pas imprimables. Alors pour information, ça ce sont ce qu'on appelle des supports arborescents. On peut changer ça, et on peut mettre des supports classiques. Voilà, les supports classiques, c'est ceci. Donc ce sont des espèces de colonnes en zigzag, et ça va avoir le même rôle, le même effet. Alors il faut savoir que quand vous imprimez des figurines, il est grandement recommandé d'utiliser des supports arborescents. Simplement parce que les supports arborescents seront premièrement plus faciles à enlever et deuxièmement en général plus optimisés pour ce type d'impression. Donc ici on a une figurine et on a des supports arborescents qui sont vachement plus pertinents pour ce modèle-ci. Une fois que vous serez un peu plus avancé dans les options, vous verrez que de temps en temps, le logiciel Bambu Studio vous suggère de passer sur des supports classiques ou même vous oblige à passer sur des supports classiques dans certains cas bien précis. Et s'il vous oblige ou s'il vous suggère fortement de le faire, je vous conseille de suivre ces conseils puisque sinon ça pourrait occasionner des problèmes. Mais sinon, dans la majorité des cas, les supports arborescents sont très bien et sont vachement pertinents. En plus, ça utilise moins de filaments aussi. Alors évidemment, ces supports, lorsque vous avez terminé votre impression, vous devez les
les enlever. En général, ça s'enlève facilement, mais souvent avec l'aide d'une petite pince, ça accélère un petit peu les choses. Il y a une autre notion qui est très importante aussi, et c'est lié à ceci. Donc ceci, c'est votre plateau d'impression. Votre plateau d'impression, il est là pour supporter les premières couches de votre impression 3D. Évidemment, votre impression 3D, elle doit avoir un maximum de zones en contact avec ce plateau. Si ce n'est pas le cas, il y a moyen artificiellement d'augmenter ces zones en raccord avec le plateau. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc je garde l'exemple de mon petit dinosaure ici. Alors j'exagère un petit peu le trait puisque dans cette taille-là ce ne sera pas un problème. Mais vous voyez, les seules zones qui sont en contact avec le plateau, ce sont ses quatre pattes et la base de sa queue ici. Si vous remarquez à certains moments qu'en imprimant, ces pattes se détachent par exemple ou ne collent pas bien au plateau, vous pouvez augmenter la surface qui sera en contact avec le plateau. Parce que si on regarde par en dessous, on voit que les seules surfaces en contact avec le plateau, c'est ceci. Là, par expérience, je peux vous dire que c'est largement suffisant à cette taille-ci, mais si jamais je diminuais la taille de mon modèle, ce serait pas suffisant. D'ailleurs, restez bien sur cette vidéo parce que pour la suite, on va voir un peu comment manipuler la position, la taille du modèle et comment changer ces propriétés-là facilement. Donc pour augmenter ma surface en contact avec le plateau, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Autre et j'ai ici la propriété adhérence au lit. Vous regardez type de bordure, donc on est sur Auto, et puis la largeur de la bordure. Alors là, quand je tranche mon plateau, je vais remarquer que mon plateau ne possède pas de ligne supplémentaire, donc de filament supplémentaire qui a été placé sur ces bases-là. Si vous voulez forcer les choses, vous changez Auto, et vous mettez bordure extérieure par exemple uniquement. C'est défini sur 5 mm, donc je vais trancher le plateau et on va voir directement la différence. Voilà, donc ici en bleu foncé, vous voyez les bordures qui ont été rajoutées. Alors ces bordures, c'est un petit peu comme les supports, ça s'enlève assez facilement une fois que l'impression est terminée, mais ça laisse quand même quelques traces sur le modèle. Donc si vous pouvez vous en passer, c'est toujours mieux. Maintenant, si à certains moments vous n'avez pas le choix, vous pouvez en rajouter. À savoir aussi que de temps en temps, le logiciel en rajoute de lui-même, même si parfois c'est pas toujours pertinent. Donc si vous voyez que le logiciel rajoute des bordures et que vous estimez que c'est pas du tout nécessaire, vous pouvez changer ceci et vous mettez sans bord. À ce moment-là, vous êtes sûr et certain qu'il n'y aura pas de bordure en bleu foncé. Voilà, donc tout ça c'est pour dire que la partie aperçue, elle est quand même très utile puisque ça vous permet de voir qu'est-ce qui sera réellement imprimé sur votre plateau. Et là, vous avez vraiment tout qui est visible, même ici, à l'avant du plateau, c'est ce qu'on appelle la purge pour calibrer l'imprimante. Et c'est la purge aussi qui sert à engager le filament dans la buse. Petite information dans cet aperçu, donc vous pouvez aussi bouger dans l'espace 3D exactement de la même façon que dans l'onglet Préparer. Et vous avez en plus ceci. Alors ce petit ascenseur sur la droite, c'est très simple, ça vous permet de voir couche par couche votre impression. Et ça permet même de voir à l'intérieur de votre impression 3D. Comme ça permet de voir notamment que vos impressions 3D, elles sont dans la plupart du temps quasiment vides. Donc ceci, en rouge ici, c'est ce qu'on appelle le remplissage. Tout ce qui est sur les bords, c'est les périphériques. Et vous pouvez vous balader comme ça dans le modèle pour voir couche par couche comment ça va être imprimé. Parce que votre imprimante, elle fonctionne comme ça, donc elle va imprimer couche par couche, successivement, jusqu'au moment où votre modèle sera complètement terminé. Ah, et alors une dernière chose, vous voyez ici j'ai un petit avertissement, simplement parce que je n'ai pas rajouté les supports. Et Bamboo Studio vous prévient qu'il y a un risque d'apparition de défaut parce que vous n'avez pas mis de support. Vous pouvez tout à fait ignorer cet avertissement, mais en général il est là pour quelque chose. Donc si vous avez un doute, n'oubliez pas de rajouter les supports. Alors il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec ce logiciel, mais tout voir dans une seule vidéo, ce serait non seulement imbuvable pour vous, et puis en plus ça durerait des heures, et franchement, ce serait pas spécialement intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est vous donner d'autres notions qui sont, de mon point de vue, des notions de base, et puis éventuellement on fera une partie 2 avec des notions plus avancées, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si jamais vous voulez voir une partie 2. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour manipuler des modèles qui sont sur votre plateau d'impression. La première chose à savoir, c'est que l'orientation de votre impression 3D sur le plateau a vraiment une importance capitale. Donc si par exemple vous importez un modèle et qui se situe comme ça, vous comprenez rapidement que c'est pas comme ça qu'il doit être imprimé. Il doit vraiment être imprimé sur ses pattes parce qu'on voit qu'il y a des parties plates ici, en général sur un modèle d'impression 3D. Lorsque vous avez des parties plates, c'est les parties qui sont prévues pour être en contact avec le plateau. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner le modèle. Donc pour sélectionner le modèle, on clique dessus et normalement vous avez ici un parallélépipède rectangle qui s'affiche autour.
En faisant ça, vous avez toute une série d'options qui se débloquent. Alors la première option qui va être la plus utile la plupart du temps, c'est l'option ici, orientation automatique. En faisant ça, vous allez demander au logiciel de calculer l'orientation optimale qui est, selon lui, pour ce plateau. Donc vous cliquez dessus, et voilà. Donc là, automatiquement, le logiciel a déterminé que la meilleure position pour le modèle, c'était ceci. Là, en l'occurrence, je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, si jamais vous n'étiez pas d'accord, vous avez cette option-ci, donc pivoter, qui permet de changer l'orientation du modèle. Alors, comment faire pour faire pivoter le modèle? Ça, c'est simple. Déjà, vous regardez l'espace 3D, vous voyez qu'il y a 3 curseurs. Donc, il y a ce curseur-ci qui permet de faire pivoter le modèle sur cet axe-là. Le curseur ici, comme ceci, et celui-ci, comme cela. Donc si par exemple vous estimez que non, le modèle ne doit pas être face au plateau, mais il doit être sur le côté, vous pouvez cliquer sur ce petit curseur, vous faites un glisser-déposer et vous le bougez. Alors soit vous êtes sur l'extérieur du cercle, et dans ce cas-là vous êtes sur un positionnement libre, soit vous êtes sur l'intérieur, là où vous avez des lignes qui sont tracées, et là à ce moment-là vous avez un déplacement par 45 degrés. Et ainsi de suite, c'est valable pour toutes les orientations. Et si à un moment donné ça ne correspond plus à rien, vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur la petite flèche orange ici, et ça va réinitialiser la position du modèle. Allez, il y a une dernière notion que je peux vous montrer par rapport au placement sur le plateau. Donc encore une fois, je reprends mon dinosaure ici qui est mal placé sur le plateau. Comment je fais pour faire en sorte de déterminer que cette face-ci soit la face en contact avec le plateau? Ça c'est simple, donc on ne va pas utiliser auto ici. Admettons que auto ne fonctionne pas bien, ou en tout cas vous n'avez pas obtenu les résultats que vous vouliez. Vous allez sur cette option-ci, positionner sur une face. En cliquant dessus, vous avez les faces qui apparaissent en blanc sur le modèle. Donc ça, ce sont toutes les faces qui sont potentiellement utilisables pour placer le modèle sur le plateau. Alors ici, c'est assez simple, vu que la face la plus grande, c'est la face la plus évidente, c'est celle-ci. Donc vous cliquez sur cette forme-là, et en cliquant, voilà, vous avez votre modèle qui se place automatiquement en fonction de cette face-là sur le plateau. Voilà, donc ça c'était uniquement pour la rotation. Maintenant, on peut déplacer le modèle sur le plateau, et pour ça c'est assez simple. Vous cliquez sur le modèle, et pareil, vous faites un glisser-déposer. Voilà, en faisant ça, vous pouvez déplacer le modèle sur le plateau. Maintenant, faites attention, il existe des limites à votre plateau, et si vous dépassez les limites, le logiciel va vous le signaler. Si par exemple votre modèle est comme ceci, vous voyez ici, tout ce qui est en foncé, c'est ce qui est en dehors du plateau. Donc faites bien attention à ça, il faut que vous soyez toujours dans les limites du plateau. Alors maintenant, admettons, vous estimez que votre modèle est trop grand. Là, en l'occurrence, moi je trouve qu'il est trop grand et je voudrais réduire sa taille. Vous allez dans l'option ici, redimensionner, donc toujours en ayant sélectionné votre modèle initialement, redimensionner. Et là, c'est à peu près la même chose que le fait de pivoter. Vous avez des curseurs qui apparaissent. Alors ces curseurs, ils vont vous permettre de changer la taille du modèle, donc soit en largeur comme ceci, soit sur la longueur, soit sur la hauteur. Et ici vous avez en diagonale qui permettent de bouger tous les axes à la fois. Alors ici c'est la même chose, si vous voulez annuler vos changements, vous avez toujours la flèche orange qui permet de revenir en arrière. Ça c'est une constante que vous aurez dans le logiciel. Dès que vous voyez une flèche orange comme ça veut dire que vous avez modifié un paramètre et vous pouvez toujours réinitialiser ce paramètre. Alors maintenant, si vous voulez redimensionner votre modèle en fonction d'une taille bien précise, donc admettons, je veux que la taille maximum de ce modèle soit de 10 cm. Je vais ici, dans mes propriétés, et je change la taille en Y, donc qui est la taille la plus grande, et là je vais mettre 100 mm, puisque c'est exprimé en millimètres. Je clique en dehors, et voilà. Maintenant mon modèle fait maximum 100 mm, donc sur l'axe Y. L'axe Y, pour rappel, c'est celui-ci. Si vous avez un doute sur les axes, ils sont indiqués sur le petit cube ici. Comme ça, vous avez toujours un rappel. Donc le X est comme ça, le Z est comme ça, et le Y, c'est comme ceci. Pareil, si vous estimez que vous devez simplement réduire de moitié votre modèle, vous avez ici les pourcentages. Vous prenez un au hasard, vous mettez 50%, et ça va adapter le reste. Si par contre vous voulez modifier uniquement un axe, vous décochez l'échelle uniforme, et à ce moment-là, vous allez modifier l'axe en question. Donc par exemple, si c'est uniquement le Z, vous faites 50% en Z, et là, voilà, votre modèle fait uniquement 50% sur le Z. Le reste des dimensions n'a pas changé. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces explications, vous y voyez un petit peu plus clair. Alors il y a une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il y a moyen d'imprimer plusieurs objets à la fois sur un même plateau?
Alors évidemment la réponse est oui, et je vais vous montrer comment faire. Voilà, alors pour l'instant j'ai uniquement mon petit dinosaure qui est sur le plateau, et avec la commande ajouter, je peux rajouter d'autres STL ou d'autres 3MF directement sur mon plateau. Voilà, donc simplement vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers et vous faites ouvrir. Là si vous avez des 3MF, le logiciel vous demande si vous voulez utiliser le fichier en tant que projet ou en tant que géométrie uniquement. Alors là en l'occurrence vous cochez la case importer la géométrie uniquement. Ensuite, vous faites OK. Voilà, une fois que vos fichiers sont importés, vous voyez qu'ils sont tous au même endroit, ils sont tous centrés. C'est pas vraiment ce qu'on voulait, puisque évidemment, si on imprime tout ça comme ça, tout va être fusionné et ce sera pas du tout ce qu'on voulait. Donc ici, le plus simple qu'on peut faire, c'est utiliser la fonction agencer tous les objets. Vous cliquez là-dessus, vous avez différentes options, vous pouvez sélectionner les options par défaut et vous faites agencer. Voilà, donc en faisant ça, le logiciel place automatiquement les objets de la manière la plus appropriée sur le plateau. Attention, ça n'oriente pas automatiquement les objets, comme on pourrait le faire ici avec la fonction orientation automatique. Donc veillez bien à toujours bien orienter vos objets avant de lancer une impression. C'est pareil pour les supports, vous avez l'option pour ajouter des supports, donc si jamais c'est nécessaire, n'oubliez pas de les ajouter, sinon ça ne va pas s'imprimer correctement. Les objets, vous pouvez quand même choisir de les déplacer vous-même, donc comme on a vu précédemment. Donc ça peut aider si jamais vous estimez que les objets ne sont pas correctement placés, vous pouvez quand même corriger ça. Pareil pour l'orientation, enfin bref, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez de la même façon que ce qu'on a vu avant, si ce n'est qu'ici ça se fait avec plusieurs objets. Alors un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé de remplissage, donc on va voir ensemble à quoi ça sert le remplissage, et je vais vous expliquer de manière plus générale aussi comment faire pour rendre vos pièces plus résistantes, et vous allez voir que c'est relativement contre-intuitif par rapport au remplissage justement. Alors pour rappel, le remplissage, c'est le fameux motif qui est ici en rouge sur le dessin. C'est ce qui remplit votre modèle, c'est ce qui va vous permettre de 1 d'économiser du plastique, de 2 d'économiser du temps d'impression, et de 3 de faire quand même en sorte que le modèle ait une certaine rigidité. Parce que sans ce remplissage, le modèle serait complètement creux et vous pourriez l'écraser simplement avec vos doigts sans vraiment exercer beaucoup de force. En plus de ça, il a un autre rôle, c'est qu'il va servir de support interne pour les couches qui seront supérieures. Donc ça va encore une fois permettre de garantir le succès d'impression de vos modèles. Il faut savoir que ce remplissage, vous pouvez le faire varier de 2 manières différentes. Donc pour ça, vous allez dans Résistance, vous descendez et vous avez ici Remplissage. Alors, il y a un degré de densité de remplissage qui est exprimé en pourcents, donc qui va de évidemment 0% à 100%, et puis vous avez le motif de remplissage, qui est par défaut tout le temps gris. Alors évidemment, en fonction du type de modèle que vous allez imprimer, vous n'aurez pas besoin du même type de remplissage. Par exemple ici, pour mon dinosaure, typiquement un remplissage de 15%, c'est beaucoup trop. Je vais me retrouver avec une grille qui finalement sera inutilement dense pour ce type de modèle, puisque la finalité de ce modèle, c'est surtout d'être figuratif, donc d'être joli. Donc sachez que vous pouvez descendre facilement jusqu'à 5% de remplissage sans vraiment que ça ait un impact négatif sur l'impression de votre modèle. Voilà, donc déjà la différence, on la voit avec 5% de remplissage à la place de 15%. Ensuite, il faut savoir que ça, c'est un remplissage par défaut en gris, mais c'est pas le remplissage optimum non plus. Donc vous pouvez changer ceci et vous voyez qu'il y a beaucoup de motifs de remplissage différents. Alors en réalité, il n'y en a pas énormément qui sont réellement utiles au quotidien, mais il y en a quand même qui servent de manière un peu plus universelle pour quel que soit le type de modèle. Ce qui va bien en général, c'est le gyroïde. Alors le gyroïde, ça donne ceci. C'est un motif qui est beaucoup plus organique et surtout qui varie dans toutes les directions. Alors il a un avantage aussi, ce motif, c'est que vous n'avez jamais des croisements de filaments, mais il a un désavantage aussi, c'est que tous ces changements de direction vont en général ralentir la vitesse d'impression. Donc pour ça, il y a un autre motif qui est intéressant aussi, c'est ce qu'ils appellent hachures croisées. Voilà, donc ce que ça donne les hachures croisées, c'est à peu près le même principe que le gyroïde, mais ici ça combine les avantages de différents types de remplissage sans les inconvénients du gyroïde. Alors moi personnellement, systématiquement je remplace le remplissage en gris par ce remplissage en hachure croisée. Et en général je diminue un petit peu le remplissage par défaut de 15% vers en général 10% si c'est ce genre de pièces à imprimer. Ça garantit vraiment la même structure, la même solidité, ça fait économiser du filament et ça fait économiser un petit peu de temps d'impression aussi. Bon, par contre, il faut savoir que lorsqu'on débute, on a tendance à se dire que plus une pièce sera remplie et plus elle sera solide. Sauf qu'en réalité, non, c'est pas le cas. Si vous voulez une pièce plus solide, vous devez en réalité augmenter le nombre de parois de cette pièce-là. Alors évidemment, le remplissage va jouer un certain rôle, mais jusqu'à un certain point. Donc il est communément admis que au-delà de 30 voire 40%, plus de remplissage, ça ne sert à rien, ça ne va pas renforcer votre pièce.
Par contre, le nombre de périmètres, là, ça va avoir une réelle influence. Donc jusque 5-6 périmètres, là, vous allez vraiment renforcer votre pièce. Donc évidemment, vous allez me demander comment faire. Et bien justement, je vous montre. Donc admettons, on veut une pièce solide. On va mettre un remplissage de 30%. Et je vous ai dit, vous devez augmenter le nombre de périmètres. Donc on va remonter. Ici, on a le nombre de parois. Les parois, donc c'est les périmètres de votre impression. Quand on regarde en détail le modèle, c'est ce qui se situe ici, donc en périphérie de votre modèle. Donc là, on voit clairement, il y a 2 couches d'impression, pas plus. Pour augmenter ce nombre de parois, on va augmenter simplement ce nombre. Donc je vous ai dit, entre 5 et 6, c'est un bon nombre, en général, pour avoir un objet solide. Voilà, ici, on observe vraiment la différence. Donc là, on va vraiment avoir une coque de l'objet qui sera beaucoup plus dense et ça va contribuer à rendre votre objet beaucoup plus solide. Bon, évidemment, tout ça, ça implique de consommer plus de filaments et aussi plus de temps d'impression. Donc par défaut, Bamboo Studio vous met 2 parois, mais ça c'est très bien pour des objets figuratifs, mais si vous voulez des objets plus solides, vous devez augmenter ce nombre de parois. Après, n'oubliez pas une chose importante, c'est que vous avez beau modifier ces paramètres-là, si vous n'utilisez pas le bon matériau dans les bonnes conditions, vous aurez beau faire tout ça, ça va casser net. Par exemple, le PLA n'est pas du tout adapté pour des pièces qui vont nécessiter une grande résistance mécanique, donc vous aurez beau changer tous ces paramètres-là, si vous restez sur du PLA, ce ne sera pas adapté. Dans le pire des cas, vous pouvez passer sur du PETG qui sera déjà beaucoup plus solide pour ce genre d'application, mais sinon vous devrez passer sur des filaments techniques si vous commencez à avoir des besoins beaucoup plus ciblés. Mais bon, là je m'éloigne du sujet débutant, donc on va revenir vraiment sur le sujet de base. Parmi les sites sur lesquels vous pouvez obtenir des fichiers à imprimer, il y a le site de MakerWorld. MakerWorld, c'est édité par Bamboo Lab, et donc de par cette parenté, vous avez des facilités par rapport à l'utilisation sur Bamboo Studio. Donc par exemple, si vous avez découvert un modèle que vous voulez imprimer, vous avez le bouton Open in Bamboo Studio. Si vous appuyez dessus, directement, ça vous propose d'importer le modèle dans Bamboo Studio. Voilà, donc une fois ouvert, vous avez votre fichier qui est directement importé dans Bamboo Studio. Mais faites attention quand même aux détails, puisque ce modèle, par exemple, il a été prévu pour être imprimé sur une Bamboo Lab A1 Mini. Alors ça, c'est pas un problème en soi, c'est juste qu'il faut faire attention à ça. Donc si vous ne possédez pas une Bamboo Lab A1 Mini, mais que vous avez une A1 par exemple, n'oubliez pas de changer cette sélection et de bien mettre la A1 que vous possédez. Faites attention aussi au filament qui est utilisé. Donc en général, le créateur d'un fichier utilise certains filaments. Donc ces filaments sont pré-réglés dans le fichier que vous avez téléchargé. Ici, il a déterminé que du PETG était le mieux adapté. Mais si vous avez du PETG de chez Bamboo Lab et pas du générique, vous changez et vous mettez le PETG que vous possédez. Donc si c'est du HF par exemple, voilà, vous mettez Bamboo Lab PETG HF. Pour le reste, en général, les créateurs changent les paramètres ici par défaut. Donc généralement, s'ils ont changé, c'est qu'il y a une raison. On aura tendance plutôt à garder ces paramètres par défaut, surtout si vous remarquez que ça fonctionne bien. De toute façon, vous êtes libre de changer tous les paramètres que vous voulez, mais sachez quand même que voilà, s'il y a des choses qui ont été changées, c'est que ça avait un but. Si vous voulez, vous pouvez aussi multiplier les objets qui sont présents sur le plateau, donc soit en les sélectionnant comme ceci et en faisant du copier-coller, voilà. N'oubliez pas de bien tous les agencer après, soit en sélectionnant un, et en faisant clic droit, remplir le plateau de copie, si vous voulez remplir le plateau, ça donne ça. Ou bien cloner et en ajouter autant de fois que vous voudrez. Donc si vous voulez en rajouter 5, vous tapez 5, vous faites OK, et il y en aura 5 en plus. Bon, on va quand même y arriver, mais on va parler de la couleur aussi. Donc il se peut que parfois vous ayez besoin d'un modèle sur lequel il y a plusieurs couleurs qui sont intégrées. Donc pareil, vous faites ouvrir dans Bamboo Studio, et là directement le modèle est importé avec les différentes couleurs. Alors ici le créateur nous dit qu'il utilise du bambou PLA basique et du générique PLA Silk. C'est pour le noir et pour le jaune. Vous voyez, vous avez les petites cases ici qui vous indiquent la couleur qui sera utilisée. Si on regarde, voilà, c'est censé donner ceci. Alors cette petite pièce ici, elle n'est pas anodine et vous ne pouvez pas la supprimer non plus. C'est ce qu'on appelle la tour d'amorçage. Alors la tour d'amorçage, ça sert à quoi? Ça sert simplement à préparer la buse pour le nouveau filament qu'on vient de charger et donc amorcer le filament dans cette buse avant de faire le changement de couleur. Donc il va d'abord imprimer dans cette tour-là et ensuite directement imprimer la couleur sur le restant du modèle. Donc ici, encore une fois, si par exemple vous avez du générique PLA, vous devez changer ici et mettre du générique PLA. Si vous n'utilisez pas du Silk, c'est pareil, vous mettez du générique PLA aussi par exemple. Et puis évidemment, n'oubliez pas d'adapter votre imprimante pour mettre la bonne imprimante que vous allez utiliser. Alors évidemment, une dernière chose, si vous voulez supprimer des objets qui sont présents sur votre plateau, vous pouvez les sélectionner et appuyer sur la touche Delete ou Backspace de votre clavier, ou bien faire clic droit dessus et vous avez l'option supprimer ici.
Vous pouvez en sélectionner plusieurs et les supprimer tous d'un coup si vous voulez aussi. Alors au moment d'imprimer, si jamais vous avez chargé des couleurs qui n'ont absolument rien à voir avec le modèle de base, vous pouvez très bien déterminer la correspondance des couleurs. Et donc par défaut, le logiciel essaye de trouver une correspondance qui matche le mieux, on va dire, mais parfois il n'y arrive simplement pas. Donc dans ce cas-là, vous pouvez les personnaliser. Donc par exemple ici, vous avez le PLA noir et vous pouvez choisir la bobine qui va correspondre. Donc ici, il a déterminé que le gris était plus proche du noir et il a déterminé que le rouge était plus proche du jaune, ce qui en soi, dans l'absolu, n'est pas faux. Bon, ici j'ai pris un exemple par l'absurde, mais comme ça vous voyez un peu l'idée. Donc si je veux inverser et je veux que mon PLA noir soit imprimé en rouge, je vais sélectionner mon rouge. Et si mon jaune ici doit être imprimé en gris, je vais ici et je sélectionne le gris. Ensuite vous envoyez et là c'est l'imprimante qui gère le reste. Si vous êtes sur un projet qui implique plusieurs couleurs et que vous avez déjà chargé ces couleurs dans votre AMS, vous pouvez synchroniser les informations qui sont ici avec ce qui est entré dans l'AMS. Donc en cliquant ici, voilà, il va me proposer automatiquement de mapper, donc comme je vous ai montré tout à l'heure avant l'impression, mais ici ce sera directement dans l'interface. Je fais exactement les mêmes modifs que celles que je vous ai montrées avant. On fait synchroniser et voilà, il adapte automatiquement les deux filaments qui sont ici. Comme ça, vous êtes sûr que ce que vous avez sélectionné dans votre AMS sera ce qui sera utilisé par le projet. Et en plus de ça, vous voyez directement ce que ça donne avec les couleurs que vous avez choisies. Il arrive aussi qu'on passe beaucoup de temps à personnaliser son projet, rajouter des couleurs, modifier, etc., rajouter des nouveaux objets. Et puis, on n'a pas vraiment le temps de lancer l'impression, mais on n'a pas envie de tout perdre. Donc pour ça, dans Bamboo Studio, vous avez la notion de projet. Et vous pouvez enregistrer un projet en cours pour pouvoir revenir par-dessus par après. Allez, je vous montre comment ça marche. Admettons, j'ai ici mon projet, je l'ai modifié et j'aimerais bien l'enregistrer. Alors, on va aller dans les fichiers. Donc, sur Windows, vous avez un petit menu hamburger ici avec trois lignes verticales qui sont accessibles. Bon, sur Mac, c'est un peu différent, c'est dans Fichiers. Vous faites sauvegarder le projet ou bien sauvegarder le projet sous. Et si votre projet n'existe pas encore sur votre disque dur, vous lui choisissez le nom de votre choix. Ensuite, vous pouvez sauvegarder. Par après, lorsque vous rouvrez Bamboo Studio, vous arrivez sur cette page-là et vous pouvez ouvrir un projet que vous allez donc sélectionner sur votre disque dur. Et voilà, comme ça, votre projet est tel que vous l'avez laissé précédemment. Vous aurez probablement remarqué que sur l'interface, il reste un onglet dont je n'ai pas parlé. Cet onglet, c'est Calibration. Et justement, je n'en ai pas parlé dans cette vidéo précisément, puisque j'en ai déjà fait une vidéo complètement dédiée, et vous pouvez trouver son lien ici. Allez, il me reste deux dernières choses à vous expliquer. C'est si par exemple vous achetez une nouvelle imprimante, vous pouvez changer le listing de vos imprimantes. En appuyant ici sur la petite roue dentée, ça vous affiche exactement le même écran que vous aviez lorsque vous avez démarré pour la première fois le logiciel. Vous pouvez sélectionner donc l'imprimante que vous possédez, en plus de celle que vous possédiez déjà. Pour les filaments, c'est pareil. Si par exemple dans la liste de filaments, il vous manque des filaments que vous avez récemment acquis ou bien qui n'existaient pas auparavant, vous pouvez appuyer sur cette petite roue dentée ici au niveau des filaments de projet. Et là, vous allez sélectionner les cases qui sont manquantes. Et ensuite, vous faites confirmer. Et voilà, donc maintenant, normalement, vous savez utiliser le logiciel Bamboo Studio pour pouvoir lancer vos propres impressions avec des modèles que vous aurez téléchargés sur Internet et les préparer correctement en ayant 2-3 notions aussi par rapport à ce logiciel. Alors j'ai bien conscience que ça fait énormément de choses à apprendre en une fois. En plus la vidéo, je ne l'ai pas encore montée, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais à mon avis ce sera beaucoup plus long que les vidéos que je fais d'habitude. Donc je vais m'arrêter là. Je vous propose, si ça vous intéresse, dans ce cas-là, mettez-le moi en commentaire dans la vidéo, de faire une partie 2 à cette vidéo dans laquelle on verra des notions plus avancées. On verra comment, par exemple, mettre en couleur des modèles, comment donc utiliser à fond votre AMS pour ça, comment changer des paramètres avancés, notamment les paramètres de température de filament, ce que ça peut avoir comme impact, etc. Comment faire pour couper des grands modèles pour pouvoir les assembler par après. Donc voilà, ça fait beaucoup d'autres notions que j'ai aussi envie d'aborder, mais ça ferait beaucoup trop dans une seule vidéo, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, si vous voulez que cette partie 2 voit le jour, mettez-le moi en commentaire, comme ça que je sais qu'il y aura un intérêt et que je peux travailler là-dessus. Allez, moi de mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors, si jamais ça vous intéresse, je suis en train de bosser sur une formation complète sur comment débuter l'impression 3D avec plein de notions qui seront vues. Ce sera une formation qui sera payante. Si ça vous intéresse, regardez en description, il y a un lien de préinscription. Ça vous permettra notamment de bénéficier de 50 € de réduction lors du lancement de cette formation. De toute façon, il n'y a aucun engagement, donc n'hésitez pas à mettre votre email dans la liste. Et sinon, si vous découvrez ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. Et surtout, abonnez-vous, comme ça, ça fait grandir la chaîne. Et puis, voilà, vous verrez les prochaines sorties de vidéos. Allez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!